Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour Françoise. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir accepté d'être ma première interview sur ce podcast. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Françoise Arnold. Je suis thérapeute transgénérationnelle. Je travaille avec l'outil de la psychogénéalogie qui est plus spécifiquement connu que le mot transgénérationnel. Alors, j'imagine que vous voulez que je vous explique qu'est-ce que c'est la thérapie transgénérationnelle et s'il y a une différence avec la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est ? La psychogénéalogie, c'est un outil particulier qui consiste à construire son arbre généalogique et identifier un certain nombre d'éléments comme les répétitions qui sont comme des indications que les problèmes qui nous ont mis en chemin sont à chercher de ce côté-là, quoi. Et le transgénérationnel, en fait, c'est plus vaste, puisque la psychogénéalogie, c'est un outil, on dit. C'est une approche du psychisme qui considère que tout ce qui pèse sur notre existence ne provient pas uniquement de ce qui a pu mal se passer dans la petite enfance ou de conflits intrapsychiques, c'est-à-dire de soi avec soi, mais peuvent venir de très loin. Okay. Peuvent venir de ce qu'on appelle des fantômes, qui sont en fait des émotions fantômes, et c'est-à-dire des émotions que nos ancêtres n'ont pas réussi à digérer et qui se sont transmis d'inconscient à inconscient. Donc c'est des choses qui ne nous appartiennent pas finalement. C'est des choses qui nous appartiennent pas, et ce qui fait la particularité, la différence avec la psychanalyse classique, c'est que la psychanalyse classique, elle reconnaît tout à fait les transmissions silencieuses d'inconscient à inconscient, mais avec les personnes qu'on a pu côtoyer. Et le non-verbal. Et dans le transgénérationnel, c'est qu'on dit que ce sont des personnes qu'on n'a pas côtoyées puisqu'elles sont mortes depuis longtemps. Et ça ne concerne pas exclusivement les liens du sang, ça concerne beaucoup les liens du sang, mais... Des liens d'âme ? Mais c'est des liens d'âme ? Non, des personnes qu'on a pu côtoyer, des amis de la famille, une marraine, vous voyez, une marraine de la grand-mère, vous voyez, des gens comme ça qui peuvent être loin. Ça peut venir de choses qui sont très éloignées finalement. Ouais, ça peut venir de choses, enfin, des gens qui ont été proches. En gros, le système, c'est quand même le système familial, mais ça peut venir de collatéraux, comme on dit dans les faire-part, famille et alliés, quoi, les gens qui étaient proches de la famille. Donc, si j'ai cru bien comprendre, en fait, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on retrace notre arbre généalogique. Ça, c'est l'outil de base, c'est donc la psychogénéalogie qui a été mise au point par Anne Ancelin, Scheuzenberger à partir des années 70, dans le même temps où les psychanalystes ont commencé à identifier ces phénomènes de transmission fantôme qui passent d'inconscient à inconscient. Il y a eu tout un mouvement autour de ça qui continue encore aujourd'hui pour poser des bases théoriques, et Anne Ancelin, elle l'a utilisé comme un outil, alors que c'était pas son outil de départ. Elle travaillait sur le psychodrame. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était limitée dans sa compréhension. Et c'est là où elle s'est mise à utiliser les arbres généalogiques en disant qu'on faisait les génogrammes ou les génosociogrammes. C'est-à-dire, le génogramme, c'est quand vous dessinez votre arbre généalogique avec tous les noms de famille, les prénoms, les dates de naissance, les événements marquants. Et le génosociogramme, c'est quand on ajoute les métiers, quoi, toute la dimension sociale. D'accord. Et c'est là où on cherche les répétitions. On voit des répétitions de structure, par exemple, toutes les femmes sont filles-mères, par exemple, de mère en fille, ou alors les hommes se marient 2 fois. Il y a des répétitions comme ça de structure. Il y a des répétitions d'âge à laquelle les choses peuvent arriver, ce qu'on appelle les dates anniversaires. Par exemple, toutes les femmes sont veuves à 36 ans. Ça peut arriver.
Il y a les répétitions de prénoms et puis il y a des répétitions de dates. Donc tout ça, il y a des choses qui sont un peu évidentes à comprendre tout de suite. Qui sautent aux yeux. Qui sautent aux yeux. Vous avez le même prénom que votre arrière-grand-mère, donc si je vous dis que vous êtes en lien avec votre arrière-grand-mère, ça fait sens assez rapidement. Ça fait sens peut-être pour vous, mais peut-être vous allez vous dire oui, et alors quoi. On commence en fait à travailler sur les arbres à partir de soi, à partir de ce qui nous met en mouvement, d'une difficulté personnelle. Et est-ce que vous pensez que la croyance a un impact sur la thérapie en elle-même? Admettons, si quelqu'un arrive et qui est complètement sceptique, finalement, il est bloqué et du coup, ça pourra potentiellement pas le guérir ou le débloquer de certains liens. Mais si quelqu'un arrive et qu'il est ouvert et qu'il y croit, est-ce que vous pensez que ça aura plus d'impact sur lui? Déjà, il arrive jusqu'ici. Vous voyez, quelqu'un qui est sceptique... ça peut être un curieux. Ça peut être un curieux, oui. Mais il se met quand même beaucoup en jeu, donc il y a quand même derrière la méfiance une attitude finalement assez juste qui est de mettre à l'épreuve, alors que quelqu'un qui peut être très croyant, c'est juste quelqu'un qui est toujours collé à ce qu'on lui raconte, vous voyez, et qui va aller de peau en peau, de vérité en vérité, qui approfondira pas forcément. Hein, ce qui est sûr, c'est que ce qui transforme, en fait, c'est l'intention qu'on y met, quel que soit le type de thérapie. Donc, c'est vrai que c'est la manière dont on adhère et on met... ça se dit même pour les soins du corps, quoi. Quelqu'un qui est positif, qui a envie de s'en sortir, il va guérir plus facilement d'un cancer grave que quelqu'un qui est dépressif, vous voyez. Donc, c'est fondamentalement... je crois qu'on en est tous là, quoi, à être. On a envie ou on n'a pas envie, on adhère ou on n'adhère pas. On met l'énergie pour ou on la met pas. Ouais. D'accord. Pour revenir un peu sur la thérapie transgénérationnelle, donc vous m'avez expliqué un petit peu ce que c'était, et j'aimerais savoir à qui s'adresse un peu ce genre de thérapie. Est-ce que c'est pour tout le monde ou... Je dirais que c'est pour tous les gens à qui ça parle. Il y a des gens, effectivement, ça leur parle pas. Peut-être c'est pas le bon moment. Peut-être c'est pas leur manière d'aborder de manière privilégiée les choses. On est quand même tous faits différemment. Il y a des gens à qui ça va faire peur. Et puis voilà, il y a des gens à qui ça parle, et ça parle parce que ça transforme, en fait. Vous voyez, c'est surtout ça qui compte, quoi. C'est la transformation qu'on peut avoir, quoi. Des fois, c'est très rapide, des fois, c'est plus lent. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Et puis, en fait, la base, c'est que l'inconscient est avant tout un ami qui nous veut du bien. Donc il va nous guider vers ce qui peut nous permettre... Il va nous guider, mais il va résister surtout. Il va nous protéger de quelque chose qui serait trop difficile à assumer. Vous voyez, donc accepter. Trop difficile à accepter. Donc il va progressivement se détendre. C'est la relation avec le ou la thérapeute qui va permettre ça. Le fait d'apprivoiser. Quand on fait un arbre généalogique, plus le temps passe et plus je travaille comme thérapeute, où je me dis qu'en fait, tout ce travail en mettant votre psychisme à distance, en construisant votre arbre, en fait, c'est du temps qui est passé à apprivoiser votre inconscient pour que les prises de conscience aient lieu, que finalement, la partie qui soigne ce qui se passe, c'est des informations, c'est de la symbolique, mais je pense surtout que c'est de l'énergie, de l'énergétique, pour que cette énergétique de l'arbre vous pénètre et que vous puissiez vous débarrasser. En fait, c'est vrai que guérir, j'aime pas tellement ce mot, parce que je considère que c'est plus notre chemin de vie et c'est un but en soi. Et donc guérir, c'est un terme médical. Je considère qu'on n'est pas malade, qu'on est des êtres qui souffront, mais que c'est notre guide pour avancer dans la vie et pour aller vers davantage d'ouverture à soi-même et d'ouverture au monde. Ça s'appelle la guérison. Quand on est vraiment en paix avec le monde et avec soi-même, on est détendu. Donc c'est plus un chemin d'ouverture que de guérison, selon vous ? Pour moi, la guérison, c'est l'ouverture. Vous voyez,
Quand on dit guérison, on parle de malade et donc on enferme dans quelque chose, vous voyez, dans sa maladie, dans des difficultés. Quand on travaille l'arbre, effectivement, on cherche à repérer quel est le problème, pourquoi ça va pas. Mais au passage, on trouve aussi des ressources parce que si on est vivant, c'est qu'on a eu nos ancêtres et nos parents en premier chef nous ont transmis plus de bien que de mal, quoi. Donc voilà. C'est une évolution, un Ouais, cheminement. ouais, Très bien. ouais. Et durant les thérapies, tout à l'heure vous parlez de résistance. Est-ce que ces résistances sont parfois un peu évidentes, elles se remarquent vraiment quand quelqu'un est très résistant? Comment ça marche à ce niveau-là? Bah, on est fait de ces résistances. On se protège de tout ça. On est en tant que thérapeute, c'est évident, quoi. C'est les résistances, c'est tous les refus. Chaque fois que vous dites non, mais c'est pas ça, mais d'abord elles sont, voyez, donc elles ont pleinement le droit d'exister et elles sont constitutives de chacun. Et puis c'est une protection. C'est pour pas disjoncter, vous voyez. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas prêt. Sinon c'est trop pour nous, quoi. Ouais. Très intéressant. Et du coup, à travers l'arbre, le fait de dessiner en même temps, etc., est-ce que pour vous, ça permet de mettre parfois encore plus en évidence certains refus qu'on peut avoir et que finalement, ça se matérialise à travers cet arbre? Quand on travaille l'arbre proprement dit, on travaille pas les refus, vous voyez, on travaille les structures répétitives et on part à la recherche de ces énergies fantômes. Et toutes ces répétitions, plus le temps passe, plus je les vois comme des clignotants, vous voyez, des sortes de warnings dont on comprend pas toujours le sens, mais ça viendra plus tard. Mais à force de poser des questions et de chercher à creuser, finalement, on a des réponses. Ça indique la direction dans laquelle creuser. Et moi, par exemple, j'avais une répétition dans mon arbre dont je comprenais pas le sens, qui était que le premier mari de mon arrière-grand-mère était mort subitement jeune, correspondant au jour de ma conception. D'accord. 150 ans plus tard. Wow. Et je savais que c'était important. Qu'il y avait un signe. Qu'il y avait un signe, mais je voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Ouais. J'avais fait des psychophanies sur cet homme-là. La psychophanie, c'est un autre outil d'investigation de l'inconscient. C'est avec quelqu'un qui est formé à vider son esprit du mental et à accueillir vos représentations. Et donc, on a un arbre et on va poser des questions à différentes personnes de l'arbre. Et on a des véritables interviews qui arrivent. On fait pas parler les morts, on fait parler des mémoires en nous. D'accord. C'est une technique qui a été mise à la surface au début des années 80 par des éducateurs australiens qui cherchaient à communiquer avec des enfants autistes. C'est parti en Australie, pas en Australie, aux États-Unis, où ils s'en sont servis dans les hôpitaux pour communiquer avec des gens dans le coma. Et en France, j'en ai entendu parler effectivement comme étant utilisé dans certains hôpitaux. Évidemment, l'hôpital n'est pas le lieu de tout ça, mais voilà, j'entends de temps en temps que il y a des magnétiseurs dans les hôpitaux. Enfin, ça dépend toujours. C'est un hôpital particulier, un chef de service particulier. Oui, qui est plus ouvert sur certaines autres thérapies. Une forme de tolérance. C'est en marge du système hospitalier, mais des personnes m'ont raconté qu'ils avaient vu ça se faire dans certains hôpitaux. Okay. Et dans les gens qui travaillent dans le transgénérationnel, c'est un outil, voilà, qui a été utilisé pour aller plus loin que l'arbre. Oui. À un moment donné, où on bute sur des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Ouais. Et du coup, vous avez pu avoir la réponse par rapport à cette répétition. Moi, j'étais rentrée en contact avec la mémoire que j'avais en moi, qui s'était transmise d'inconscient en inconscient de cet homme avec lequel j'avais pas de liens familiaux, vous voyez. Donc c'est pas une histoire d'ADN, c'est vraiment une histoire psychique. Ça me donnait toujours pas la clé, quoi. J'ai eu la clé beaucoup plus tard. Ok. Bah si vous l'avez eu, c'est ça qui est intéressant. Ouais. J'avais une question que je voulais vous poser parce que ça m'intriguait vraiment. Pour les personnes qui ont été adoptées ou qui ont aucune information sur leurs ancêtres ou sur leur arbre généalogique, comment est-ce que vous pouvez travailler avec eux? Alors, la théorie ou bien le retour d'expériences concrètes, pratiques de thérapeutes, c'est d'avoir remarqué que, en fait, les enfants qui avaient été adoptés, ils étaient adoptés par une famille qui avait la même problématique que leur famille biologique.
Parce que quand on travaille l'arbre, en fait, chaque arbre, chaque famille a une dynamique particulière. Et la personne qui consulte, en fait, elle est la personne, en quelque sorte, qui a désigné l'arbre pour aller un peu mettre de l'ordre dans un système qui va plus très bien. Cette personne est souvent le bouc émissaire de sa famille. En tout cas, c'est pas quelqu'un pour qui la vie est sans problème. Oui, quand on commence par une adoption, forcément. Ouais. Mais même sans adoption, vous voyez, celui qui vient consulter, c'est en quelque sorte celui qui a reçu un mandat de son système familial d'aller un peu creuser. Remettre de l'ordre, enlever, nettoyer, on pourrait dire, même si ce mot est pas très joli, quoi, mais remettre de l'ordre, je dirais plutôt. Et donc celui qui va venir consulter, qui a été adopté, qui va venir consulter, on a remarqué par expérience que c'était les arbres se correspondaient, que c'était pas un problème. Je pense que ça a été remarqué. Effectivement, là, je suis en train de réaliser que j'ai jamais eu d'informations sur la méthode choisie pour pouvoir vérifier ça. J'imagine que la méthode choisie, ça a été de voir ce qui compte toujours, c'est vous, si ça fait écho ou non à votre ressenti profond. C'est la résonance. Oui, c'est la résonance, la façon dont ça vous fait bouger. Le thérapeute transgénérationnel est quelqu'un qui parle, qui est dans l'échange, parce qu'on considère que ce qui a fait des problèmes dans l'arbre, c'est le silence. Et donc, chaque fois que votre problématique personnelle entre en résonance avec la mienne de façon trop forte, je sais que votre inconscient le capte et donc je vous l'exprime. Donc voilà, j'exprime des choses et puis la personne prend ce qui lui parle. Il y a des choses qui peuvent pas vous parler tout de suite, mais qui vont rester dans un coin de votre tête, d'autres que vous aurez notées et que vous allez retrouver longtemps après, et tout d'un coup, ça fera sens. Je trouve que vous venez de dire quelque chose de très, très intéressant concernant le silence. Finalement, c'est un peu ça ce que vous faites, c'est réussir à mettre en évidence des silences qui ont été transmis de génération en génération et qui finalement ont créé des traumatismes qui se sont transmis aussi avec eux. Et est-ce que le fait de mettre à travers des mots ces silences qui ont été, ça permet justement de se délivrer de ces carcans? Le silence, on peut dire que c'est la bulle où s'est enfermée l'émotion, quoi. Et la représentation qu'on a, c'est, si vous voyez l'inconscient comme un tissu, il y a ces bulles dans lesquelles sont enfermées ces émotions qui n'ont pas pu se dire et qui voyagent comme ça d'inconscient en inconscient, parce que le petit enfant, jusqu'à 3 ans et pendant la gestation, il est totalement en osmose avec l'inconscient de ses parents, et donc il télécharge en quelque sorte l'inconscient de ses parents. Après, il fera la part des choses, mais et c'est parce qu'il télécharge qu'il peut apprendre si rapidement beaucoup de choses, une langue, à marcher, des codes culturels. C'est pas uniquement de l'apprentissage, c'est qu'il a maintenant on a cette image du téléchargement qu'on n'avait pas autrefois. Mais donc c'est ce silence, il voyage là, et ce silence, c'est de l'émotion qui nous diffuse un mot d'ordre. Et le fait de parler, les mots permettent de réparer, quoi, de dire à la communauté des humains ce qui s'est passé, même si au départ la communauté des humains c'est juste votre thérapeute. C'est déjà une première personne. Ça libère l'énergie. Ça libère l'énergie sans doute à ce moment-là, et ça le dire, ça fait avancer. On le garde pas en soi, on a commencé à le sortir. Et quand vous dessinez un arbre, pour moi, la représentation que j'en ai, c'est que vous mettez votre psychisme à distance. Et le fait de dessiner graphiquement, on fait des lapsus graphiques. Donc vous l'exprimez aussi, on fait des lapsus graphiques de la même manière qu'on fait des lapsus avec les mots. C'est ce qu'on veut dire sort. Ce qui est très fréquent, par exemple, c'est quand on fait un arbre, tout compte, les avortements, les fausses couches. Et souvent, j'ai beau l'avoir expliqué aux gens au tout début, ils commencent à dessiner, puis ils dessinent donc le système de leurs parents, puis ils se suspendent en tant qu'enfants aux branches de leurs parents. Oui. Puis il y a un grand blanc qui reste à un endroit là. Et à chaque fois, je leur dis, mais là, il y avait d'autres enfants après, où il y a eu des fausses couches. Ah oui, il y a eu une fausse couche là, ou un enfant mort-né. Donc ça permet de creuser et de se dire, là, il y a un blanc, donc le blanc est significatif de plein de choses finalement.
Le blanc, en tout cas, c'est évident par rapport aux fausses couches quand on est proche, vous voyez, parce que ça, on peut vérifier. J'ai toujours vu que ça se vérifiait, quoi. C'était quelque chose dont les gens ils n'avaient pas conscience de l'importance. Donc, ils omettaient de le dessiner. Mais après, il y a toutes les ratures qu'on fait, il y a la manière dont on positionne l'un collé à l'autre. Alors, au début, les gens disent « Ah ben non, c'est parce que je manquais de place » ou « Là, c'est par hasard ». Non, le hasard, c'est la forme que prend la loi d'attraction, qui est une loi un peu fondamentale de la vie. Et c'est pour ça, pour en revenir à votre question de départ sur l'adoption, c'est la loi d'attraction qui marche. L'enfant qui naît de parents biologiques, qui est attiré par une famille en particulier. Il hérite d'une configuration qui lui vient de sa famille et qui a conduit à ne pas pouvoir l'élever. Et donc, il va attirer une famille qui a la même problématique. Et qui va réveiller les blessures qu'il a en lui, etc., pour les traiter au cours de sa vie. Oui, il va porter les blessures de son arbre d'adoption, mais ce sera quand même sa vérité. Vous voyez, et c'est peut-être ça, le fait que ce soit sa vérité, qui a permis à tous les thérapeutes d'affirmer que c'était aussi la problématique de son arbre biologique. J'imagine qu'il y a eu quelques fois où la vérification a pu être faite, mais c'est vrai que ces vérifications-là, elles peuvent être assez complexes à faire, parce qu'il peut y avoir des familles a priori de milieux sociaux très différents, de langues, de cultures, et c'est toujours difficile de faire des copier-coller, quoi. Oui, et chaque schéma est unique aussi. Ouais. Et je pense à ce film qui avait eu beaucoup de succès il y a 30 ans, c'était l'histoire des groseilles et des... je sais plus comment ça s'appelait, c'était l'histoire classique de deux enfants échangés à la naissance, quoi. L'un avec une famille à problème, une famille lourde, on dirait aujourd'hui, et l'autre avec une famille bourgeoise, quoi. Et donc, ils se rendent compte à un moment donné que les enfants ont été échangés, donc ils reprennent chacun leurs enfants. D'accord, c'est le nom du film, vous avez dit ? Comment ça s'appelle ? Ça avait eu beaucoup de succès, et la famille lourde, on va dire, c'était les groseilles, et l'autre, je pense que si vous cherchez sur Internet la famille groseille, vous trouverez. Non, je trouverai, je mettrai dans la description. Après, il n'y avait pas de travail transgénérationnel, mais pour vous dire qu'il y a des cas où les enfants ont été échangés, et après les familles les récupèrent. Et donc, au début, effectivement, tout le film est bâti sur le choc culturel de cet enfant qui se retrouve dans un autre milieu que le sien. Ça doit partir d'un postulat comique, mais a posteriori, est-ce que si vraiment il y a quelqu'un qui est arrivé chez vous et qui vient pour faire une thérapie transgénérationnelle et qui vous expliquait qu'il a été échangé à la naissance, ce serait lourd de sens finalement, non ? Dans la manière c'est vrai qu'il y aurait d'emblée quelque chose de très joli dans le système des arbres, c'est que il y a un premier degré pour analyser l'arbre, c'est de comprendre que l'arbre est un système, est une entité qui veut avant tout survivre, et qui donc trouve des systèmes de compensation. Donc il a été quelqu'un qui a été échangé, donc on se dirait, on partirait sur le thème de l'échange. Qu'est-ce que le fait qu'il ait été échangé vient réparer dans l'arbre ? Ça peut être quelquefois très littéral ou beaucoup plus symbolique. Voilà, donc il y a toute une littérature sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie, qui vous dirait que c'est très littéral. Ce serait un échange qui n'a pas eu lieu quelques générations plus haut. Moi, mon expérience me fait penser que c'est plus complexe que ça. C'est plus, ça peut se nicher de manière plus subtile, mais en tout cas, c'est sûr que ça vient ça vient compenser quelque chose. Comme un thème, pour vous donner un exemple, un thème qui est très fréquent dans les arbres, c'est les histoires d'inceste, d'abus sexuels, qui concernent quand même énormément de monde et qui pourrit beaucoup l'histoire des femmes, puisque encore aujourd'hui, maintenant ça sort, mais quand on travaille un peu dans les arbres, par exemple, un cas qu'on retrouve souvent, c'est l'histoire du soldat qui est revenu vivant de la guerre, par exemple de la guerre de 14, parce que ça remonte en général assez haut,
Et donc, il revient en héros parce qu'il a survécu, mais il a vu tellement de morts mourir autour de lui ça lui a déclenché une libido incroyable et que sa femme n'arrive pas à suivre, à faire l'amour toutes les 2 heures. Donc, vraisemblablement, il va aller courir la campagne et trousser toutes les filles du coin et ça va ternir l'image de la famille. Donc, la famille tolère qu'il aille voir ses filles, ses cousines. Donc, ça reste au sein de la famille. Elle tolère l'inceste comme manière de sauvegarder la réputation de la famille. D'accord. Vous voyez, on trouve ça assez souvent, quoi. D'accord. Pourtant, je trouve que j'ai jamais entendu parler justement de ce genre de cause à effet de la guerre. Et vous dites que ça se fait souvent, quoi. Les guerres sont des grands pourvoyeurs de fantômes, vous voyez, entre la mère qui s'est jamais remise du décès de ses enfants. Il y a des familles de la guerre de 14, il y a eu 6-7 garçons qui sont morts. Donc, comme on peut penser que ça laisse pas de traumatisme. Et maintenant, on travaille sur les traumatismes, mais en fait, ça date de la guerre du Vietnam, ou de travailler des traumatismes. C'est les Américains, avec tous les soldats qui sont revenus traumatisés de la guerre du Vietnam, qui à un moment donné se sont mis à travailler cette entrée du psychisme. Jusque-là, la parole commune, c'était il faut aller de l'avant. Les gens qui sont revenus des camps en 45, on leur a dit nous aussi on a souffert. Ceux qui sont revenus de la guerre de 14, on a souffert, il faut que la vie continue. La guerre d'Algérie, maintenant, on commence juste à pouvoir en parler, vous voyez. On sait qu'il y a eu de la torture, on sait que... Oui, c'est des choses horribles, quoi, cette période-là. Et les jeunes appelés, je pense que c'est l'âge de votre père d'avoir fait la guerre d'Algérie. Ils ont pas fait, moi, mes parents, enfin mon père en tout cas. Mais oui, c'est en tout cas dans la période de mes parents, grands-parents, nous tous, finalement. Oui, c'est la génération de votre père d'avoir été à ce moment-là, qu'il ait fait ou non, quoi. Voilà. Vous voyez le temps que ça met. Alors, comme les guerres se télescopent l'une l'autre, et c'est ce que raconte la Renarde, justement, la façon dont les guerres se renvoient l'une à l'autre. Voilà, on se retrouve avec ces fantômes-là qui sont... Donc, vous voyez, dans le cas de la mère qui a vu mourir ses enfants, tout le monde sait qu'elle a été inconsolable. Donc, il n'y a pas de secret. Mais la parole apaisante n'a pas pu se dire, quoi. La mémoire n'a pas pu être libérée. Il y a toujours ce silence. Il n'y avait pas de secret. Donc, il n'y avait pas la génération qui suit, les enfants qui sont restés vivants, donc ils osent pas toucher à cette mère qui est emmurée dans sa douleur, et donc c'est ça qui crée un fantôme, c'est le fait d'être dans le silence face à cette femme qui peut plus parler, quoi, qui sait plus trouver les mots pour le dire. Après, dans les arbres, il y a beaucoup de secrets, de choses qui sciemment n'ont pas été voulu être dites pour. Est-ce que quelqu'un du coup qui arrive à justement mettre le doigt sur toutes ces mémoires, etc. En lui faisant ce travail, est-ce que ça impacte aussi du coup le reste de sa famille, le reste de son arbre finalement? Alors ça, c'est comme tout travail sur le psychisme, vous voyez, quelle que soit la méthode que vous suivez, ça vous transforme. Et donc, comme l'histoire de l'arbre, c'est avant tout l'histoire des liens qu'on a entre nous. Si vous bougez de place, le lien change, il devient plus proche, plus... Imaginez tous les membres reliés par une sorte d'élastique, et si vous bougez, vous mettez un peu plus à droite, ça va le tirer davantage ou le tirer moins. Donc, ça va forcément faire bouger les autres, parce que vous avez changé de place. Vous allez aussi peut-être devenir quelque chose de désirable pour vous. Pour eux, vous allez remarquer ils vont remarquer que vous êtes plus calme, plus tranquille, que votre vie a changé. Donc, ça va leur donner envie. Et puis, vous allez pouvoir dire des choses aussi qui peuvent les impacter. Qui peuvent entendre. Parfois non, mais... D'accord. Aussi, donc une chose que je voulais aborder, c'était vous concernant un peu, parce que par le passé, vous avez été architecte, peintre et cinéaste. Vous avez parlé d'ailleurs de La Renarde, c'est un web documentaire que vous avez fait sur la recherche généalogique. Et ce qu'on se disait avant, ce qui était super intéressant, c'est le fait que vous aviez fait ce web documentaire justement avant d'être intéressé par tout ce qui était psychogénéalogie, etc. Je voulais savoir comment ce passé vous aide à
à déceler des informations dans votre activité présente de thérapeute? Est-ce que ça ce passé vous aide finalement pour le présent? Bah, disons que quand on travaille en tant que thérapeute transgénérationnel sur un arbre, la maturité que j'ai aujourd'hui, à l'âge que j'ai, le chemin personnel que j'ai parcouru, finalement, ils m'aident juste à ne pas trop projeter sur vous, voyez? À vous laisser chercher et à vous aider, le plus délicatement possible. En tout cas, c'est l'objectif, quoi. Après je reste humaine et c'est pour ça que je peux vous aider, je peux me tromper, mais disons que tout le parcours que j'ai eu avant, professionnel ou plus personnel, voilà, m'aide à vous guider, sans vous imposer les choses, voyez? La recherche, c'est de vous imposer le moins possible, mais de créer des conditions de prise de conscience, au bon rythme aussi, où vous aurez pas de choc trop grand. Après, j'ai été formée pour avoir une lecture particulière des arbres, donc là, il y a toute une grille de lecture qu'on m'a apprise, qui correspondent à une sorte de sédimentation, de constats qu'ont fait beaucoup de thérapeutes et qu'on m'a transmis, en sachant que ça peut être particulier pour vous, quoi. Voilà, ce que je vous racontais sur, l'inceste familial, c'est c'est un cas de figure, vous voyez? Mais ça veut pas dire que tous les soldats revenus de la guerre ont incesté, ça peut pas dire que l'inceste ne vienne que de ça. Mais ce qu'il y a de sûr dans les arbres, c'est qu'il y a toujours un événement, au départ, qui a créé le bazar, et que donc on cherche cet événement-là, et Un travail d'investigation dans son passé finalement. oui, dans son psychisme et dans son passé, et vous êtes, donc moi je vous aide par la méthode que j'ai apprise, avec des choses qui font sens selon une grille de lecture qui peut toujours être mise en question, mais qui est, quelque chose de base. Après, vous êtes aidé par, il y a toujours un membre de la famille qui s'est préoccupé de ça, qui a fait un bout d'arbre. Oui. Il y a les rêves que vous faites, le hasard s'en mêle avec des situations, qui vont venir, aussi donner des prises de conscience. Et puis on a d'autres outils pour investiguer, notamment les constellations familiales, qu'on peut faire en mode, personnel, en cabinet avec des objets qu'on appelle les objets flottants, donc qui permettent aussi de révéler, les liens, vous voyez, qui nous unissent, qui sont cachés. Donc voilà, on a toute une série d'outils, pour aller plus loin que l'arbre et pour comprendre ces messages pas des messages, mais ces signaux qu'on voit l'arbre, pour nous permettre de comprendre, mais pas on comprend intellectuellement, mais on comprend aussi émotionnellement et énergétiquement, quoi. C'est ça qui fait que, sans s'en rendre compte, on bouge, la vie se transforme, on attire d'autres situations, les taux Une se fois que ça a été desserrent. débloqué, finalement, Ouais. il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. Oui, la vie change, enfin, en tout cas, moi, je reçois des gens qui me renvoient que ça marche, et ça a marché sur moi aussi. D'accord, donc constat positif. Ouais. Oui, autrement, je pense que je serais jamais devenue thérapeute si Oui, ça marchait pas. oui, je comprends. Ce serait très bizarre sinon. Alors pour finir, j'aimerais aborder votre livre, Les Mémoires souterraines, qui est sorti en février dernier. J'aimerais savoir un peu de quoi il s'agit, de quoi il parle. Oui. Alors, bon, à titre personnel, par rapport à tout mon travail personnel sur l'arbre, j'ai eu besoin d'écrire cette aventure personnelle que j'avais eue avec la recherche généalogique pour clore quelque chose. Voilà, de la même manière que le web documentaire La Renarde avait été, un début, à une époque où j'avais pas du tout travaillé le transgénérationnel, mais où je tournais autour, sans le savoir, et où je pensais en être quitte en faisant ce film. En fait, voilà, j'ai eu besoin d'écrire, ma cure, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, chez les psychanalystes. D'accord. Et bon, j'avais conscience qu'en tant que thérapeute, normalement, je dois être dans une neutralité,
normalement, les personnes ne doivent rien savoir de moi. Le décor, le cadre dans lequel je reçois doit être le plus neutre possible. Vous voyez que malgré tous mes efforts, j'y arrive pas. Donc j'ai fini par assumer que c'était mon style et que c'était sur la base de mon expérience personnelle que je pouvais aider les gens. Oui, complètement. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, j'assume, j'ai besoin de le faire. Je vais être dans ma vérité, qui est par rapport à mon parcours, j'ai besoin que ce livre soit, que ce texte existe, que ce livre soit édité, qu'il ait une existence légale, qu'il soit en librairie, que d'autres personnes puissent le lire. Alors toujours la question quand on fait un travail personnel et qu'on le donne au monde, c'est la bonne distance pour qu'il parle aux autres. Si on s'enferme dans ces histoires par le menu, effectivement, ça va lasser. Et si on est trop distancié comme un universitaire, les gens pourront pas s'identifier. Ils pourront pas projeter se projeter, et donc ça les aidera pas. Donc cette question de la distance, c'est une préoccupation constante et on n'est jamais sûr de l'avoir atteint. Et en fait, voilà. Donc j'ai assumé de le faire en me disant c'est mon style de thérapeute. Je suis pas une thérapeute qui a commencé par des études de psychologie. Je suis thérapeute surtout parce que j'ai été beaucoup thérapisée avant. D'accord. Et que ça m'a amené à un certain moment de mon existence à changer de métier et à sentir que ce qui était juste, c'était d'être dans cette voie. C'était d'être à cette place-là pour transmettre finalement, aider les gens bien sûr, mais transmettre ce que la vie m'avait donné à explorer, quoi. Donc au final, ce livre est un peu un cas pratique de l'expérience de la psychogénéalogie. Oui, c'est un cas pratique, c'est un témoignage. Voilà, c'est ce qui a attiré la réponse de cette date, date que je ne comprenais pas. C'est bien. Donc parce que on a la réponse dans le livre. Non, on n'a pas la réponse. J'allais sortir ça comme argument. Du coup, achetez le livre si vous voulez savoir. Non. Il y aura un autre tome. D'accord. Il y a une suite. Alors suivez le tome 2 pour avoir la réponse. D'accord. Donc ça met en évidence du coup certains schémas répétitifs. Ça raconte par le détail ce que c'est qu'une enquête généalogique. D'accord. Où moi je connaissais pas grand-chose de ma famille. Pourtant j'ai pas du tout été adoptée. Et voilà. Et à un moment donné, j'ai plongé là-dedans et donc je raconte à la fois les outils, le quotidien de la recherche. Le côté quand même très excitant de tout ça, très jouissif, des moments incroyables qu'on vit, notamment un voyage que j'ai fait en Espagne avec un cousin que j'avais totalement perdu de vue et qui a été un moment incroyable. Voilà, voilà, on vit beaucoup de petites aventures qui font que je trouve que la recherche généalogique, le travail transgénérationnel, il a un côté très heureux que n'ont pas les autres thérapies que j'avais pratiquées jusque-là, où j'ai beaucoup pleuré quand même. Oui. C'est beau, ça délivre le pleur. Ouais. Bon, tout sert toujours, et tout ce qu'on peut faire correspond à ce qu'on est à ce moment-là, y compris le travail sur le corps. Voilà, tout sert et tout fait avancer. C'est toujours question d'apprivoiser cet inconscient qui est un ami. D'accord. Donc du coup, ce livre permet de voir étape par étape comment est-ce que vous avez procédé pour chercher dans votre passé les réponses, etc. Et du coup, de pouvoir l'appliquer à soi aussi. Je pense que ça aide à comprendre ce que c'est que le travail généalogique, comment ça peut transformer et comment on se transforme en enquêteur. Comment des choses qui ont l'air très simples, j'ai le même prénom que mon arrière-grand-mère, peut vous emmener à vivre des aventures incroyables, quoi. Oui, d'accord, très intéressant. Avant de finir, une question que j'aimerais bien vous poser, c'est si vous avez un livre, un documentaire ou un film à nous conseiller, voilà, que pour nous, ou quelque chose que vous avez beaucoup aimé ou qui a vraiment résonné en vous à un moment particulier de votre vie, ou ce que vous lisez actuellement. Bon, alors là, je vous dis effectivement ce qui est venu. Ça a été un livre
d'un écrivain mexicain qui s'appelle Javier Soler, D'accord. qui a écrit sur son grand-père qui a fait la guerre d'Espagne. D'accord. Et le livre, il a un titre formidable et ça s'appelle Les exilés de la mémoire. Les exilés de la mémoire. Ouais, et c'est suivi par la suite qui s'appelle la guerre de l'ours, la fête de l'ours. D'accord. Et c'est quelqu'un qui, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont travaillé en sourdine pour me lancer dans le transgénérationnel. Donc il a un grand-père qui a fait la guerre d'Espagne et qui était catalan et qui s'est réfugié en France après la défaite. Mmh. Et puis après, donc il a été parqué dans un camp près de Perpignan. Puis après, il est parti avec d'autres au Mexique, où ils ont fondé une plantation de tabac et qui entre Catalans, quoi. Donc, ça s'appelait les Catalans. Et lui, il est devenu anthropologue. Et donc, dans sa famille, on vivait dans le culte de la Barcelone de 1936. Il racontait que tous les dimanches après-midi, il y avait la projection des films en Super 8 ou des films peut-être pas Super 8 parce qu'à l'époque ça n'avait pas été inventé, mais des films d'époque. Et donc à un moment donné, devenu anthropologue, il a été invité à Barcelone comme professeur et il s'est rendu compte que lui, il savait tout sur la guerre d'Espagne et ses élèves, ses étudiants, rien. Et donc il dit que sans ça, il se serait jamais mis à écrire. Donc il s'est mis à creuser l'histoire de son grand-père qui toute sa vie a attendu l'arrivée de son frère qu'il avait quitté au moment de la débâcle et de la retirada, comme on dit. Il a mis le frère qui s'était blessé à la jambe dans une ambulance et lui, il est parti à pied. Et l'auteur raconte que toute sa vie, chaque fois que le téléphone sonnait, le grand-père allait décrocher en pensant qu'on allait lui annoncer que on avait enfin retrouvé son frère ou que c'était son frère qui l'appelait après l'avoir retrouvé. D'accord. Et donc ça raconte à la fois la guerre d'Espagne, enfin tout ce qui s'est passé après la guerre d'Espagne et toute cette histoire familiale. Je trouve que c'est formidablement bien écrit et ça fait voyager. Et c'est incroyable comme histoire. Surtout quand on lit la guerre de l'ours, la fête de l'ours après, c'est la suite. C'est-à-dire il a écrit ce premier livre qui a eu du succès. Donc, il a été invité à en parler. Et un jour, alors qu'il faisait une conférence sur ce livre, il y a quelqu'un qui est venu lui dire « Non, mais votre grand-oncle, il n'est pas mort comme vous dites dans votre livre. Allez à tel endroit, on vous en dira davantage. » Donc, intéressant. Ouais, vous voyez que la loi d'attraction, là, ça fait attirer de nouvelles réponses et au final entraîner d'autres écrits. Ouais. Super, merci beaucoup pour ce super épisode. Je suis très heureuse d'avoir fait ça avec vous. Et peut-être à bientôt. Oui, peut-être. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.